Laurent, comment vas-tu? Salut Savage, ça va très très bien ce dimanche Ah bah magnifique. ensoleillé de Moscou. Ici il pleut toujours en Espagne. Ça fait 12 jours que je suis sous la flotte. Mhm. Donc c'est particulier, c'est la première fois que je m'entends comme ça. On avait discuté pour approfondir un petit peu certains sujets par rapport au survivalisme, à la survie et à la guerre dans le Donbass. Et ça serait intéressant de voir un petit peu, parce les gens ont beaucoup parlé du front, mais parler un petit peu comment les gens dans la ville, dans les campagnes, ils s'organisaient et comment les soldats vivaient leur retour, parce qu'il y avait des rotations. Donc, concernant la ville, durant cette guerre, comment les gens se comportaient-ils? Donc la ville, tu parles de la ville de Donetsk, évidemment. Donetsk, oui, tout à fait. Oui. Ouais, parce qu'en fait, je suis allé un peu dans tout un tas de villes différentes, mais la capitale la plus importante, c'est effectivement Donetsk, qui a 1 million d'habitants, quand même, faut rappeler, avant la guerre, plus 500 000, Makiivka, c'est genre 400 000, plus encore Marinka, enfin la banlieue, 1 500 000, 1 600 000, donc c'est pas une bourgade. Il faut voir que le front, il passait vraiment le long de la ville, voire dans la banlieue de la ville, dans certains endroits, dans certains endroits, les Ukrainiens s'étant avancés très très proches, ce qui explique qu'ils pouvaient bombarder la ville directement d'un peu partout, en fin de compte, hein, avec de l'artillerie, évidemment, canons, mortiers, missiles, Tochka-U, ils sont pas gênés. Donc du coup, ça crée, je pense il faut parler du fait qu'il y a plusieurs strates. D'abord, tu as D'accord. la première strate qui est 15 kilomètres à peu près, de chaque côté, donc le côté ukrainien, le côté, Donbass, qui est le front, la zone de front. Les 5 premiers kilomètres, c'est, la zone qui est complètement matraquée et là, il y a du civil qui vivait. Donc là, leur survie, elle est vraiment très difficile parce que là, ils sont enterrés dans des caves ou dans des maisons, des immeubles à moitié détruits et ils doivent subir tous les jours à peu près l'ambiance de guerre, bombardements, tirs sporadiques, voilà. Même s'il y a des jours calmes, il y a des jours qui sont plutôt chauds. Et les problématiques sont qu'ils n'ont dans cet endroit-là, dans ces 5 kilomètres-là de large, ou même un peu plus dans certains endroits, ni eau, ni gaz, ni électricité, ni service public. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordures, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de services postaux, il n'y a pas de facteurs, il y a plus rien. Donc ça, c'est ces 5 kilomètres-là, enfin plus ou moins 5 kilomètres-là. Après, il y a une zone, on va dire, tampon entre la zone détruite et la zone en partie détruite, et puis la zone qui n'est pas touchée. Donc dans cette demi-zone, là, dans cette zone intermédiaire, où on a beaucoup plus de monde, et on commence de voir apparaître les premiers, on va dire, magasins encore ouverts. Donc c'est une zone qui est en partie déserte, et puis d'un coup, on va tomber sur quelque chose qui fonctionne encore. Et dans ces zones-là, les transports pouvaient encore fonctionner, et l'administration, enfin les services publics aussi. Puis après, il y a la zone qui est derrière, qui est à partir du centre-ville, peut être sous le feu de l'ennemi, de l'Ukraine, surtout bien sûr de missiles et d'artillerie lourde à grande portée, de 103 mm, les 152 mm, enfin les plus gros calibres, qui tirent évidemment très loin, mais qui, à partir des accords de Minsk, a été quand même peu visé. Il y a quand même les observateurs de l'OSCE, dans le centre, il y a les observateurs qui vivent dans un hôtel. Les Ukrainiens, bon, voilà, ne s'aventuraient plus à tirer sur cette zone. On sait que maintenant, c'est pas le cas, hein. Ils ont tiré un Tochka-U sur le centre de Donetsk il y a quelques jours. À côté de la présidence, plus ou moins. Donc, et après, il y a la zone complètement arrière, donc qui est vraiment hors de portée des tirs, où là, tout est comme avant, rien n'a changé, où il n'y a aucun signe, on va dire, de la guerre, donc ni bloc-poste, ni tranchée, ni force militaire, ni... voilà, on est... donc du coup, on passe ces strates, et j'ai fait une vidéo où on voit, pendant 5 minutes, je passe de la zone du front en première ligne au centre, et c'est incroyable. Cette vidéo, elle est sympa parce que tu vois, au départ, tous les arbres ont été couchés
par les shrapnels, par les éclats d'obus. Donc au départ, tu roules et sur les bords de la route, à gauche et droite, les arbres sont fracassés et tout est au sol. Et les câbles électriques. Il n'y a plus rien qui est en état. Tu vois des lambeaux de câbles parce que ça, dans cette zone-là, il faut voir que les Ukrainiens, ils ont tellement tiré, et c'est des zones civiles, hein. Enfin, c'était parce que là, il ne restait plus guerre de civils. Tout était complètement haché, hein. Haché menu, hein. Tu pouvais ramasser des poignées entières d'éclats d'obus. Et c'était marrant parce que tu voyais les strates, les éclats d'obus rouillés, très rouillés, donc de 2014. Moi, j'étais en 2015, donc j'imagine que ça s'est empilé comme ça au fur et à mesure. Par rapport à la deuxième strate, pour savoir comment les gens vivent dans cette zone sensible, tu disais qu'il y avait encore des magasins. Mais en Europe, les gens ne savent pas quelle est la situation avec des grandes surfaces, ou bien est-ce que c'est typiquement les petits magasins, ce qu'on appelle les magasins mixtes, où tu as pas mal de choses utiles, mais qui ne sont pas des très très grandes surfaces. Alors, comme tu le sais, dans le monde slave, ukrainien, biélorusse, russe, et bon, éventuellement aussi des Slaves du Sud, la grande surface, enfin l'hypermarché, c'est quelque chose qui existe très rarement. Et dans le Donbass, il y avait quasiment pas de supermarché. C'est plutôt des supérettes. Ouais, Donc, d'accord. quand tu arrivais, en fait, ce qui a été abandonné sur cette zone de front très bombardée, c'est toutes ces supérettes qui faisaient partie de chaînes. Ça a été arrêté. Mais les épiceries, et ça c'est très répandu dans le monde russe, dans les coins de rue, dans les coins d'immeubles, parce que Mhm. c'était le système soviétique. Donc comme Donetsk c'était une ville soviétique quand même, genre tu as des pâtés d'immeubles, et en bas tu avais toujours le cordonnier, le fleuriste, enfin tu as connu ça, le cordonnier, le fleuriste, enfin pas le boulanger, mais l'endroit où tu peux acheter, parce que c'est pas trop russe ça le boulanger, mais l'endroit où tu peux acheter du pain, où tu peux acheter d'autres choses, l'épicerie, quoi. Donc ça, des fois, de manière surprenante, il y en a un qui restait ouvert dans aux abords de cette zone entre tout détruit et semi-destruction. Et donc là, du coup, les civils du front, dans la zone complètement détruite, doivent se rendre à pied. Parce qu'en véhicule, c'est plutôt difficile, hein. C'est possible, mais avec un véhicule, tu fais du bruit, tu peux être pris comme cible, et surtout la nuit. Donc il faut plutôt voyager, entre guillemets, enfin, à visage découvert, en sachant qu'on te voit, mais la nuit, on t'entend beaucoup mieux. Et l'ennemi, ne sachant pas qu'est-ce qui roule, il a plutôt tendance à ouvrir le feu. D'accord. Est-ce qu'il vaut mieux éviter de circuler la nuit? Est-ce que ça correspond à un type de siège comme à Sarajevo, avec les snipers qui tiraient sur les civils? Dans la première strate, est-ce que les Ukrainiens tiraient sur les civils, faisaient du sniping aussi, ou pas du tout, ou pas encore? Ah, ils ont toujours tiré sur les civils. D'accord. Toujours. C'est même, ils le disent dans certaines vidéos, c'est très facile à trouver sur Internet. Tu tapes avec des mots-clés bombardement ukrainien ou en anglais Ukrainian shelling, Ukrainian terror, et tu vas trouver très rapidement des vidéos où les responsables, et même, je crois, un général d'armée ukrainien qui dit le civil est de toute façon un objectif premier. Donc au début, c'est pour ça qu'il y a tant de morts. Tu te souviens de ces terribles images de femmes coupées en deux, tenant un bébé dans les Oui. bras, fauchées par les hélicoptères de combat ou l'artillerie, enfin, avec la tripe à l'air. Enfin, bon, oui, alors du coup, les civils et les snipers tiraient sans distinction sur tout ce qui bougeait, hein. Et particulièrement les civils. J'ai déjà expliqué le cas à Zaïtseva d'une grand-mère qui était la cible, une grand-mère de plus de 80 ans, qui était la cible d'un sniper et qui a tenté de la liquider plusieurs fois et me montrait les balles qui l'avaient manqué. Donc les Ukrainiens, de toute façon, leur but, et il y a même des vidéos où on les voit, ils chargent, il y a une vidéo, c'est des tankistes, ils sont dans le char, type un T-54 ou un T-72, je sais pas trop ce que c'était comme char, enfin bon, déjà un bel engin. Ils chargent le canon, ils tirent et ils se marrent, ils rigolent. Et ils tirent dans les bâtiments civils comme des fondus, quoi.
dans le début de l'été 2014. Donc le civil est de toute façon pris pour cible immédiatement. Immédiatement et de manière complètement délibérée. Et d'ailleurs, à Odessa, ce sont des civils avec des milices néo-nazis qui s'attaquent à d'autres civils qui sont anti-Maïdan, mais à Mariupol, c'est carrément le bataillon Azov qui va devenir régiment, avec d'autres supplétifs de l'armée ukrainienne qui s'attaquent aux gens. Donc c'est une manifestation pacifiste qui contrôle Maïdan. La troupe s'attaque aux gens, carrément. Donc ensuite vont commencer les tueries. Dans l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas, à Genève, on a eu aussi l'armée qui a tiré sur des manifestants. Oui, mais en quelle année? Dans les années 1900, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Donc la troupe a fait ça aussi en Suisse. Bah, en France, on l'a eu aussi, hein, en 1934, dans d'autres, pour des manifestations de mineurs. Je me souviens de Fourmise, je crois qu'en 1907 ou 6. Bon. Au vu de la situation particulièrement difficile et complexe, les gens ont quitté leurs maisons, appartements et villages. Cela a-t-il déclenché des pillages, agressions et autres nouveaux problèmes? Enfin, est-ce qu'il est possible de retrouver un lieu de vie plus ou moins agréable? Alors en fait, effectivement, il y a énormément de gens qui sont partis. Donc, comme je l'ai déjà raconté, il y a 4 millions, 5, 6 millions de gens. Il y en a 1 500 000, 2 millions qui s'en vont. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis. Donc ça a déclenché une première phase qui était la phase de pillage. D'ailleurs, les insurgés ont été obligés de fusiller pas mal de pillards quand ils tombaient dessus. Là, on assiste en Ukraine d'ailleurs de nouveau à ces scènes de pillage. D'accord. Les pillards, c'était des gens du cru ou bien c'était des gens de l'armée ukrainienne ou c'était les deux? C'est les gens du cru et les gens de l'armée ukrainienne. D'accord. Parce que dans le Donbass, il n'y a pas que des gens honnêtes. Donc, Comme partout. dans tout pays, tu as des criminels, tu as des tueurs en série, tu as des policiers aussi, tu as des politiciens corrompus, tu as quelques politiciens honnêtes, j'imagine, etc. Bon, et donc là, évidemment, ça a été pillage. Ceux qui sont restés, ce sont les pauvres. Déjà parce que, ils n'ont pas d'argent pour partir. Ensuite, ce sont des pauvres, mais aussi qui n'avaient pas forcément de famille à l'étranger. On n'a pas tous de la famille, même si on est du Donbass et qu'on est ukrainien, enfin, avant le Maïdan, puisque maintenant je ne pense pas qu'ils se considèrent comme ukrainiens, mais ils n'avaient pas tous un oncle, je ne sais pas, en Israël, en Allemagne, en Russie. Donc du coup, ces gens-là n'avaient pas possibilité de partir et pas d'argent. Et d'autres, comme je l'ai expliqué, avaient investi tous leurs biens pour acheter cette maison, cet appartement, cette dacha, étaient à la retraite, allaient finir leur jour dans cet endroit. Voilà, donc elles n'avaient plus pas les possibilités de s'en aller. D'accord. Face aux pillards, est-ce que ces gens avaient une capacité de défense ou pas du tout? Je m'explique, tu peux avoir des armes, tu sais les utiliser, ou c'était vraiment, ils avaient aucune possibilité de défense face à cette Ouais. vague de pillage. Les pillards sont souvent pas très courageux, donc moi, le témoignage le plus poignant que j'ai récolté, c'était un vieux monsieur qui avait une jambe en moins, perdu dans un accident de voiture, et qui s'est fait battre, prendre sa voiture, quelques biens qu'ils ont volés dans sa maison, ils sont partis, ils étaient 3 jeunes pillards, une vingtaine d'années. Mais cette phase n'a pas duré très longtemps. Elle a duré, disons, parce que l'armée insurgée s'organise, prend les positions, et ensuite ça devient dangereux pour un pillard de se balader dans cette zone parce qu'il est dans une zone de combat. Et après, se sont installés des blocs-postes. Donc ensuite, cette zone de 5 km ou 10 km complètement ravagée, c'est la zone de guerre. Et là, plus personne n'entre ou sort sans que ça soit contrôlé. En sachant qu'à partir de là, tu as évidemment des blocs-postes, une surveillance, une présence humaine pour rentrer sur le front. Il faut éviter l'espion, il faut éviter l'idiot qui se perd, le journaliste occidental un peu trop curieux. Bon, voilà, il faut éviter tout ça. Et il y a des drones. Donc le front devient surveillé.
Et à partir de là, plus personne ne se trimballe dans cette zone. Mais ces civils sont toujours là. Donc eux, ils sont connus, si tu veux, des soldats, et finalement, le soldat va venir à son aide. Il va le débarrasser du pillard dans un premier temps, et ensuite va s'organiser le petit monde entre soldats du front, et des fois, et très souvent, les gens du cru aidaient le soldat, et le soldat, lui, aidait les gens du cru. De la manière suivante, tu voyais ça très très souvent. Les gens y passaient, et ils descendaient de la voiture, et ils posaient des provisions pour les soldats. Souvent d'ailleurs, tu sais, les fameuses conserves de tomates, de que les Russes aiment bien. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc du coup, comme le soldat n'est pas dans une armée régulière, il n'y a pas d'intendance. Donc il n'y a personne pour le nourrir au départ. Donc ce sont les gens qui les nourrissent, et en échange, le soldat, évidemment, le protège contre l'Ukrainien, et évidemment le débarrasse du pillard. Ça s'est passé comme ça. D'accord, une symbiose. Oui, Ok. très rapidement, ça. Donc là, on a bien compris. Maintenant, on va dans la deuxième zone. Donc cette zone où c'est un petit peu plus calme, où il y a un semblant d'administration, de communication, de véhicules. Là, les gens vivaient comment? Forcément pas trop bien. Moi, mon appart était dans cette zone. D'accord. Donc moi, j'avais un appart. Je veux dire les conditions dans lesquelles je vivais parce que c'est celles des gens qui étaient autour de moi, qui étaient autour de moi. Donc j'avais de l'électricité presque tout le temps. Ça, c'est déjà un confort incroyable. Bon. Mais avec Internet, par ailleurs. Mais par Internet contre, par câble ou bien par... enfin, je m'explique, de type ADSL, de type câble Ethernet qui arrive, ou de type avec le câble, smartphone. câble Ethernet. D'accord. Ouais, donc c'est typiquement très très utilisé dans les pays de l'Est. Ils t'amènent un câble. Mhm. Alors, du coup, moi, je n'avais pas de gaz, pas de gazinière qui fonctionnait. Un frigo, mais qui servait à rien puisque je n'avais rien pour cuisiner, ni four en état, ni gazinière en état, pas de machine à laver, et je faisais mon linge dans la baignoire. J'ai connu ça en Espagne il y a 50 ans. Et par contre, les gens se sont mis à utiliser, imagine, c'est des barres d'immeubles, et du coup, comme il n'y a plus personne, eh bien les gens se sont mis à faire du potager. Au lieu d'aller à la datcha pour faire le potager, ils faisaient le potager en bas de chez eux, dans les espaces publics. L'espace entre les Oui. immeubles? Dans ce qui était le gazon, les petits arbres, le parc pour enfants, ben là, j'ai des photos d'ailleurs qui sont très drôles. J'ai un monsieur, le matin, il passait voir si tout était en état. Il est parti au travail, il était en costard. Il est avec sa pelle, de temps en temps, il voit une mauvaise herbe en belles chaussures de ville, et il est là. Il s'occupe de son potager avant de partir. En fait, ce qu'il faut préciser pour les gens qui n'ont jamais été dans les pays de l'Est, enfin moi, donc tout ce qui est Roumanie, Moldavie, Transnistrie, etc., donc déjà zone ukrainienne quasiment, euh, tous les villes sont très différentes des nôtres. Je ne parle pas des capitales, et même encore, et des capitales comme Bucarest, il y a énormément de verre à l'intérieur. C'est-à-dire que entre les immeubles, tu as des grands espaces où il y a des arbres, où tu peux effectivement planter des choses. C'est typiquement, c'est très agréable de vivre dans ces villes par rapport aux villes occidentales qui, à mon sens, sont beaucoup plus agressives. Parce que là, on est quand même dans la nature. Et donc, on peut facilement cultiver des choses, ce qui n'est pas le cas dans des villes occidentales. Ce qui fait que tu as une présence de beaucoup de petits animaux, notamment et surtout les écureuils, et puis aussi les hérissons et pas mal d'oiseaux, du fait de ce que tu expliques. Et Donetsk fait partie de ces villes avec ses bâtiments, très typiques de l'époque soviétique, construits dans les années 60-70 pour l'essentiel. C'est les Khrushchevka, non? Si je me Ouais, souviens bien. Mm. parce que c'est le décret, le fameux décret pour pallier au manque de logement de l'après-époque stalinienne. Là, ils se sont mis à construire des blocs, c'était monté par blocs qui s'empilaient. Ouais, ils font quoi? 4-5 étages, hein, habituellement. Ils peuvent faire plus, mais oui, c'est à peu près ça. Moi, la barre où j'habitais était quand même un peu plus haute. Voilà.
Ce qui fait qu'en fait, en fonction de là où tu te trouves dans ces barres, puisqu'elles étaient, tu sais, les unes, elles étaient parallèles, Mhm. parce que toutes ces villes, notamment la ville de Donetsk, c'est les villes, tu sais, selon le système grec, puis repris par les Américains. Donc tu as des parallèles, des perpendiculaires. C'est pas des méandres comme dans les villes européennes, occidentales, un petit peu tordues, dues au Moyen-Âge, etc. Enfin, non, non, là on est vraiment perpendiculaire, parallèle, perpendiculaire, parallèle. Voilà, à peu près. Et puis au milieu de tout ça, comme tu l'as dit, ben, un petit monde, un petit quartier avec chacun, autrefois l'îlotier de police, déjà. Ensuite, les petits magasins pour se fournir. Il y a beaucoup de transports en commun. Donc, dans cette zone en partie détruite, là, les transports en commun arrivent. Et moi, je me souviens avoir commandé des taxis en zone détruite. Et le taxi courageux, il y en avait, tous n'acceptaient pas. Bon, toi, tu n'étais pas non plus à les appeler pour qu'ils viennent sur le front, mais genre, à la limite, là. Il rentrait, le gars du blog-post lui demandait: «Qu'est-ce que tu viens faire?» «J'ai un client à tel endroit». Il rentrait dans la zone détruite complètement, hop, il te prenait et il t'emmenait de l'autre côté. Enfin, voilà, donc c'était, voilà, tu vois, il y avait des passages quand même entre la vie et la mort, on va dire. Donc c'était très très bizarre, parce que tu pouvais tomber de manière très étonnante sur un endroit de vie, au milieu de la mort complète. Donc un des meilleurs exemples, c'était, tu sais, ils sont amoureux des fleurs, les Russes, les Slaves. Puis c'est une institution, tu offres des fleurs à la journée du 8 mars, tu offres des fleurs pour le jour des défenseurs de la patrie, le 23 février, tu offres des fleurs à tes amis quand tu y vas manger, quand tu fais l'anniversaire, enfin voilà. Donc du coup, je me souviens d'un fleuriste qui était pas loin de chez moi et dans cette zone en partie détruite, mais qui était resté et qui fonctionnait encore. C'était marrant. Bah, c'est intéressant en fait parce que ça donne des points d'ancrage de manière à continuer une vie à peu près normale dans la normalité. Mhm. Il faut se rendre compte que donc, les guerres provoquent des traumatismes assez importants, surtout chez les gens. Bon, les gens des pays de l'Est sont beaucoup plus résistants que nous, parce que déjà les conditions sont différentes au niveau du temps. Nous, on a été totalement ramollis, donc je pense que ça serait beaucoup plus grave chez nous une guerre au niveau des traumatismes, comme on peut le voir à l'heure actuelle, avec tout ce qui ressort post-bestiole. Je ne peux pas dire le mot parce que sinon ça peut striker la vidéo. Mhm. Les gens ont quand même une résilience beaucoup plus importante et ils savent défendre les valeurs qu'ils veulent conserver pour cette résilience. Tu m'avais parlé hier des fleurs, justement, à Donetsk. Donc là, on rentre déjà dans le troisième cercle, on va dire, qui est plus éloigné Oui, de... donc on est dans le cercle pas détruit et peu bombardé. Mhm. Et là, en fait, on m'a dit que les jardiniers avaient lutté pour pouvoir continuer à... Alors, c'est une histoire un peu, c'est une belle histoire en plus, qui prouve aussi que parmi les politiciens insurgés, je vais citer son nom, hein, c'est le ministre des Affaires étrangères avant, Nikonorowa, qui s'appelait Kaufmann, et qui m'a lui-même raconté cette anecdote. Enfin, au début, moi, j'étais surpris parce que on passait de ces zones que je te dis, que je décris complètement détruites, en partie détruites, à complètement. On est comme si on est à Genève ou dans mon Dijon, en Bourgogne, et tout est en ordre. On pourrait même pas imaginer que la guerre est là à 10-15 km à peine. Et là, les fleurs sont au cordeau, le gazon est bien taillé et toute la ville est entretenue. Et en fait, le ministre m'a raconté qu'en 2014, au moment de l'insurrection, évidemment, l'essence, le carburant devient quelque chose d'important. Il faut alimenter les véhicules des insurgés. Et pour ça, évidemment, ils prennent le carburant là où il est. Et Kaufmann a défendu contre des miliciens le carburant qui était prévu pour les paysagistes des services de la mairie pour entretenir la ville. Et il s'est passé une discussion entre lui et les miliciens, et il a réussi à les convaincre, mais attendez, vous allez vous passer de ces quelques litres de carburant, parce que si la population voit la ville très bien tenue,
très bien entretenu, voire même mieux qu'avant, et mieux qu'avant, que pendant le temps de l'Ukraine, et qu'on fait mieux même encore, et qu'en plus on est en guerre, et qu'on a le courage de maintenir ça, et de dépenser ces litres d'essence pour ça, pour les tondeuses en fait, tout ça, eh bien on aura gagné la guerre. Ils l'ont pas cru évidemment au départ, et lui il a tenu bon, lui ont laissé ses litres. Et du coup, quand je suis arrivé, imagine cette ville, parce que moi, quand j'arrive, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a plus personne dans la ville. En fait, tu as plus de civils au front qu'il y en a derrière. Parce que moi, quand j'arrive, c'est une ville morte. Et je me souviens de journées entières, t'es dans un film de zombies. Genre, tu t'attends à voir une horde qui apparaît. Tu sais, Il n'y a personne. il y avait personne. Quand je voyais une voiture, c'était la grosse surprise, c'était surprenant. Tu te retournais. Et déjà, tu t'arrêtais pour voir le véhicule qui arrivait. Que déjà tu te disais merde, c'est qui? C'est à peu près ça. Ça peut être un danger, tu vois. Mais vraiment ça. Et à pied, je me souviens le soir de l'inquiétude. Imagine, c'est une ville, mais il n'y a plus rien de vivant. Donc il y a pas un magasin qui fonctionne, tout est mort, et puis à 22h, tu as le couvre-feu. Enfin, à l'époque, c'était 21h même. Donc dans cette zone, et là, tout nickel. Donc les rues balayées, aucune ordure, toutes les poubelles, tout bien tenu, tout. Donc ça, c'était vraiment impressionnant, ils m'ont vraiment impressionné. Et depuis lors, je pense qu'ils ont maintenu la vigne dans cet état jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même très très fort de leur part, enfin, je trouve.